Bonjour, bonsoir, c'est Time Out, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Au programme cette semaine, la grande nouvelle intervenue jeudi avec l'officialisation plutôt de l'organisation en janvier 2020 d'un match de saison régulière NBA en France, à Paris, à Bercy. Près de 30 ans après la première apparition en chair et en os d'une franchise NBA. Et quelle franchise, puisque c'était les LA Lakers période Showtime, celle des Magic Johnson, des James Worthy, des Vlade Divac, des Byron Scott qui avaient disputé et gagné l'Open McDonald's face à Limoges, entre autres, en 91 à Bercy. Mais oui, vous n'étiez pas nés, tous autant que vous êtes. Les magiciens de la plus grande ligue du monde seront cette fois face à face. Et cela ne comptera pas pour du beurre, puisque c'est un match de saison régulière, donc évidemment qu'il comptera dans les classements de fin de saison. Paris pourra d'ailleurs, semble-t-il, se servir une deuxième part du gâteau en 2021, même si cela n'a pas encore été annoncé. Mais ce qui est sûr, c'est que Charlotte et Milwaukee, deux franchises plutôt attractives pour le public international, Nicolas Batum, Kemba Walker, peut-être Tony Parker, Giannis Antetokounmpo, joueront en effet un match de saison régulière à Paris dans la succession de Londres, qui depuis 9 ans avait l'habitude, en janvier, de se mettre au parfum NBA en l'espace de quelques jours. Les Frelons contre les Daims, Hornets contre Bucks, c'est le beau cadeau qui mobilisera la capitale un mois après Noël. Alors à quoi ressemblera ce match NBA délocalisé ? Un simple coup d'un soir ou une vraie machine à vendre du rêve pendant quelques jours? Pourquoi le vrai héros de cette semaine sainte sera en fait un certain Michael Jordan qui a énormément pesé, semble-t-il, pour que Paris et le marché français soient servis? Et en se projetant un peu, peut-on imaginer à long terme que l'Europe devienne un terrain de jeu encore plus important avec la création un jour ou pas de franchises continentales à Paris, à Londres, à Madrid, à Berlin, à Moscou ou Istanbul? Pour mener à bien ce tour d'horizon et nous éclairer, trois éminents journalistes de l'équipe sont autour de moi. Maxime Mallet, en direct de Brooklyn, où il s'affaire à qualifier les Nets pour les playoffs. Salut Maxime. Salut, il y a du boulot là, c'est difficile, ils ont un calendrier un peu méchant jusqu'à la fin. Yann Onona, qui a mené un travail d'enquête ces derniers jours pour nous révéler les dessous de cette opération Marketo sportive à lire dans l'équipe de vendredi. Salut Yann. Salut Arnaud, salut à tous. Et Amaury Perdriau, qui était à Londres en janvier dernier pour assister à New York-Washington et nous avait alors alerté sur la probable désignation de Paris pour 2020. Salut Amaury. Bonjour tout le monde. Alors justement, Amaury, tu étais à Londres donc au mois de janvier pour un match de saison régulière New York-Washington. Alors ça ressemble à quoi un match délocalisé comme ça à l'étranger pour la NBA? Est-ce qu'on est toujours aux États-Unis? Est-ce qu'il y a une petite touche un peu locale? J'ai envie de dire qu'il s'attache un peu à avoir des deux côtés. Je pense que le public est local, mais aussi une grosse part d'étrangers qui viennent assister à cette rencontre. Mais on sent que c'est implanté dans le pays où c'est organisé. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées autour de l'Angleterre sur cette thématique-là. Il y a l'hymne anglais qui est entonné avant la rencontre avec l'hymne américain. Donc on essaye de s'approprier cette culture-là. Mais je pense que c'est aussi les États-Unis qui viennent en déplacement, qui viennent apporter la culture NBA, la culture basket américaine. Donc, je pense que sur cette soirée-là, sur le match spécifiquement, je pense que le but, c'est de faire vivre aux Français une expérience américaine. Et autour de ce match-là, je pense que ce sera aux Américains de venir aussi se fondre dans la culture française. Dans le public, on dit qu'il y a des nationalités très différentes. Une quarantaine de nationalités différentes. Bon, ça tient au fait que Londres est une ville comme Paris très cosmopolite, évidemment. Mais est-ce qu'on sait s'il y a des gens qui viennent un petit peu des États-Unis, justement, des supporters de Charlotte, des supporters de Milwaukee? Je suis pas sûr que ça n'a pas été relayé comme ça. En tout cas, je pense qu'il y a plus de gens qui viennent du bout de l'Europe jusqu'à Londres ou à Paris pour venir assister à ces matchs-là. Après, il y a une autre forme de logique, c'est que si les gens veulent assister à un match NBA du côté de Charlotte ou de Milwaukee, ils sont sur place, ils ont 40 matchs à domicile sur la saison. Donc, à moins d'être un ultra fan et d'avoir envie de vivre cette expérience à l'étranger, voilà. Faire un petit week-end à Paris ou à Londres, pourquoi pas, ou une semaine. Paris étant plus charmant que Londres, après c'est un avis personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, ça peut être une belle expérience à vivre pour l'Américain. Ce genre de match, c'est un match de gala davantage qu'un match, on va dire, qu'un simple match, une simple rencontre sportive. C'est plus un match de gala. Yann, toi qui as connu un peu les deux côtés, puisque tu as vu aussi pas mal de matchs de saison régulière sur le territoire américain, tu as connu, je crois, une ou deux expériences à Londres, ou plusieurs expériences à Londres aussi sur les matchs délocalisés. C'est pas la même chose quand même, j'imagine. On vit deux expériences assez différentes. C'est pas exactement la même chose, Arnaud, mais il y a beaucoup de ressemblances. Et d'abord, il y a une ressemblance cosmétique, puisque évidemment, comme tu l'évoquais, c'est un match de gala, c'est
aussi une sorte de processus d'évangélisation de l'Europe à chaque fois que la NBA s'exporte dans un autre continent. Donc elle ramène un produit qui a beaucoup d'atours marketing, ce qui veut dire qu'en fait, il faut, comme disait Amaury, l'expérience se rapproche le plus possible des États-Unis. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le parquet, il est importé des États-Unis, c'est du parquet, c'est le même qu'il y a dans la salle de Charlotte ou dans les salles NBA, c'est les mêmes fournisseurs, c'est les mêmes cheerleaders, c'est les mêmes animations, même s'ils peuvent ajouter quelques épisodes, quelque chose qui sont de la culture locale, mais sinon ils vont quand même rester dans tout ce qui se fait là-bas, les dunkers, au temps mort, toutes ces choses-là, les hommages aux légendes. Donc on est vraiment dans un contexte américain. Je pense que même l'éclairage est calibré pour générer la même... En gros, c'est la NBA qui débarque à Bercy, au Palais des Sports de Bercy, et qui privatise, en somme, pendant quelques jours. 3 ou 4 jours, on m'a dit, du côté de l'accord Hotel Arena. Ce qui doit coûter assez cher, j'imagine. On n'a pas d'idée des chiffres, bien sûr, mais c'est une opération qui coûte assez cher. En tout cas, elle coûte forcément beaucoup plus cher qu'un match qui serait joué à Charlotte ou à Milwaukee. Absolument. Je pense que de toute façon, il est assez clair pour la NBA. C'est pas une question, c'est pas quelque chose qui sert à gagner de l'argent. Hein. C'est vraiment de la promotion. Donc c'est le rayonnement de la ligue américaine qui compte, des joueurs internationaux, de leur réputation, la vente de maillots, un peu tout ce qu'il y a autour. Mais il est établi que ça leur rapporte pas d'argent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on pourrait se dire qu'il devrait, vu le succès de ces opérations depuis 8-9 ans qui sont systématiquement sold out en moins d'une heure, à Londres en tout cas, pourquoi ne pas jouer comme ils l'ont fait une fois à Londres, 2 matchs, puisqu'une fois qu'on est là, qu'on a tout installé, autant rentabiliser, j'ai envie de dire, et peut-être faire le coup 2 soirs de suite. Et pour rebondir là-dessus, il y a une condition sine qua non à la réalisation d'un match NBA délocalisé, c'est la salle. Et c'est ce qui a justifié la venue à Paris et aussi la longue attente, ce qui fait que c'était à Londres avec la salle olympique. Mais il y a d'abord cette condition-là à remplir pour séduire la NBA. Une fois que la NBA est séduite, ensuite elle consent à venir. Il faut que ce soit une salle au standard NBA, évidemment, pour reproduire justement ce que disait Yann, la même expérience pour le spectateur. Et la rénovation de Bercy y a donc été pour beaucoup. Et de ce qu'on m'a dit moi à Londres en janvier, le All-Star Game français était le produit regardé du côté des États-Unis pour sentir notre capacité à organiser un vrai show. Voilà. Ils voulaient que ce soit un show et le All-Star Game français correspond à cette notion-là. Maxime, des États-Unis, est-ce que l'annonce, l'officialisation hier de ce match à Paris, est-ce que ça fait parler un petit peu ? Est-ce que les médias américains nationaux sportifs l'ont relayé ? Oui, bien sûr, j'imagine. Bon, un petit peu, c'était une petite news qui est passée. Hier, c'était le opening day de la saison de MLB, de baseball. Donc oui. C'est vrai que donc là, on touche pas. C'est un petit... Voilà, c'est un moment un peu sacré dans l'année sportive américaine. Donc après, pour eux, ça change pas forcément. Londres, Paris, c'est toujours un match qui est délocalisé en Europe. Donc voilà, l'annonce est passée, elle a été vue, mais c'est pas quelque chose qui a forcément fait beaucoup réagir. En quoi, Maxime, le fait de placer un match de saison régulière là, tout d'un coup, comme un cheveu sur la soupe, un peu en plein milieu de la saison au mois de courant janvier, en quoi c'est important pour la NBA est-ce que c'est une façon de casser un peu la routine de la saison régulière qui à ce moment-là de la saison est bon, ça ronronne un peu, hein, on n'est pas arrivé au All-Star Game encore, All-Star Break, voilà, les positions commencent à se mettre en place. C'est une manière de casser la routine ? Je pense que c'est plus la volonté d'amener la vraie compétition en Europe, sur d'autres continents ou dans d'autres pays, puisqu'ils font ça également au Mexique. C'est plus cette intention-là qu'ils se sont rendus compte, je pense, que d'amener des matchs de pré-saison, c'était intéressant à un moment, mais que ça avait pas le même cachet pour le public local qu'un match de saison régulière. Donc je pense que c'est plus cet aspect-là. Parce que le match en Europe, il fait énormément parler en Europe, justement. Ici, c'est plus un petit phénomène dans la saison et ça dépend de l'affiche. Par exemple, Washington-New York, c'est un match qui est passé assez inaperçu cette année, puisque c'est voilà, entre la plus mauvaise équipe de la Ligue et une qui a connu plus de polémiques en dehors du terrain en début de saison que de grandes victoires dans l'année. Donc c'est pourtant un scénario incroyable. Un scénario incroyable. Mais bon, des scénarios incroyables, il y en a très régulièrement. Il y en a très souvent. Il y en a eu NCAA la nuit dernière encore, par exemple. Oui. Enfin voilà, c'est
Donc l'affiche, je pense que l'affiche et le fait qu'il y ait Giannis Antetokounmpo, ça va attirer un peu plus le regard. Ce sera peut-être le champion NBA en titre. Ces dernières années, quoi. Peut-être, ça peut. Je pense que ce sera la tête d'affiche assurée parce que côté Charlotte, la tête d'affiche assurée c'est Jordan parce que donc on ne sait pas si côté français Tony Parker va continuer. Nicolas Batum normalement est sous contrat, mais par exemple Kemba Walker qui est le All-Star des Hornets peut très bien signer ailleurs cet été, donc il y a moins de garanties de ce côté-là. Comment on sait comment un peu sont sélectionnées les équipes, Max, dans les bureaux de la NBA? Comment ça se passe? Il y a des candidatures. On ne travaille qu'avec les équipes de l'Est parce que c'est plus pratique d'un point de vue logistique de venir en Europe plutôt que des équipes qui sont dans la conférence Ouest. Comment ça fonctionne? Ouais, il n'y a pas de processus officiel, par exemple candidature, équipes qui sont retenues, et puis un groupe de 5 ou 6 équipes qu'on garde, et puis on décide lesquelles on va amener en Europe. Donc je pense que c'est un peu plus beaucoup au travers de discussions informelles, des équipes qui font savoir qu'elles sont intéressées, que ça leur dirait. Il faut être prêt à abandonner un match à domicile et la recette qui va avec. Et oui. Donc voilà, donc il faut que ce soit des équipes dans une problématique un peu particulière. Donc c'est vrai qu'on a c'est compensé par la NBA, ceci dit, n'est-ce pas, la NBA évidemment reverse quelque chose aux équipes qui viennent en Europe. En termes de billetterie, évidemment, ça va être inférieur peut-être à la recette à domicile, mais... Ça dépend des matchs. Encore que... J'ai vu la salle parfois pas vraiment pleine, donc ils vont peut-être s'y retrouver financièrement, mais c'est aussi en termes d'image de dire, même s'ils font 40 matchs à domicile, on vous enlève un match, donc il faut être prêt à accepter ça. Donc c'est plutôt des discussions informelles comme ça. Je pense que là, le fait qu'il y ait Giannis Antetokounmpo, qui est le joueur star, MVP, le meilleur joueur européen actuel, c'était quand même intéressant aussi de l'amener en Europe. La franchise de Charlotte était apparemment très motivée au travers de Michael Jordan. Donc voilà, ça se fait un petit peu comme ça. On voit ce qui peut fonctionner, les différents intérêts qui peuvent être satisfaits au travers de l'affiche. Et voilà, et chaque année, on essaye aussi un petit peu de tourner sur les équipes qui viennent. Et c'est vrai qu'on prend plutôt des équipes de la côte Est parce que c'est beaucoup plus simple à gérer en termes de décalage horaire, de voyage, etc. Et éventuellement, donc, des équipes qui possèdent, bien sûr, dans leur effectif des joueurs qui peuvent parler au public européen davantage, peut-être que des équipes qui seraient 100% américaines, même s'il n'en existe plus beaucoup de nos jours. Maxime, tu parlais de franchises qui pouvaient manifester leur intérêt. On imagine, à travers ce qu'on a lu dans l'équipe vendredi de la part de Yann, un papier qui raconte que Michael Jordan est à l'origine, l'initiateur en somme probablement de cette rencontre à Paris avec Charlotte. Michael Jordan, rappelons-le, qui a été un bon joueur de basket à une époque et qui est aussi et surtout le propriétaire aujourd'hui des Charlotte Hornets. Ce serait lui vraiment, Yann, qui aurait initié cette idée et c'est quoi? C'est lui le commissionnaire caché de la NBA en fait? C'est un cabinet noir et un shadow au cabinet à New York? Non, alors ce qui a l'air établi d'après plusieurs sources donc avec qui j'ai pu m'entretenir et qui connaissent très bien, voire qui évoluent dans le milieu des dirigeants de la NBA, c'est qu'il aurait fait une demande formelle ou en tout cas appuyée auprès d'Adam Silver, le commissionneur. Et je pense que ça rejoint. C'est pas étonnant finalement si on observe un peu la présence de Jordan à Paris, et c'est peu étonnant compte tenu de ce que disait Maxime, puisque évidemment c'est, comme il disait, assez informel. Donc je crois qu'il y a une obligation pour les équipes, je sais pas si tu connais la durée, Max, mais peut-être sur une période de 7 à 10 ans, peut-être de faire au moins un match délocalisé, mais sorti de ça, il n'y a pas de règle. Donc dans le cas de Jordan, je pense que ses intérêts propres ont parfaitement rencontré ceux de la NBA et ceux de Nike. Nike qui est donc l'équipementier de la NBA à nouveau depuis le début de la saison 2017-2018.
et Nike a une stratégie très très importante à Paris. Nike a une dizaine ou une douzaine de villes dans le monde dans lesquelles il considère qu'il faut frapper fort pour se développer, et Paris est au centre de tout ça. Et Jordan qui est une branche dont la marque Jordan Brand est une branche de Nike, l'a très bien compris aussi. Et en réalité, quand on observe les 5 dernières années, Jordan est partout à Paris. Il a un playground à son nom inauguré avec Anne Hidalgo en 2015. Il s'est lié au niveau du sponsoring avec le Quai 54, qui est l'un des tournois de streetball ou basket de rue les plus réputés au monde aujourd'hui, où il a à chaque fois invité, comme par hasard, des joueurs sous contrat avec lui au niveau des chaussures, comme Chris Paul, Carmelo Anthony, Ray Allen, Russell Westbrook. Donc il y a tout un réseau de choses comme ça qui concordent, d'ailleurs sont pas mal. L'équipementier Jordan Brand est aussi l'équipementier de l'équipe de France de basket. Et on n'oublie évidemment pas sa dernière apparition à la Ryder Cup en septembre dernier, où non seulement il a passé son temps sur les greens qui étaient tout autour de la capitale, qui privatisaient les uns après les autres, mais en plus il a signé le partenariat que vous connaissez avec le PSG, qui a fait beaucoup de bruit et qui a permis à la marque du PSG d'aller s'exporter dans des marchés américains, dans les marchés asiatiques, où ils étaient moins présents qu'en Europe, et à Jordan donc de renforcer sa présence à Paris. Donc là, à travers tout ce réseau, on comprend quel était l'intérêt de Jordan de ramener son équipe à Paris. Ça veut dire que à travers le PSG, on pourrait imaginer l'an prochain, donc la semaine sainte du 24 janvier, on pourrait imaginer aussi un Michael Jordan présent, bien sûr physiquement à Bercy, enfin à Paris, pour bien sûr entourer, accompagner sa franchise, son équipe, et peut-être le retrouver au Parc des Princes 2 jours après pour un match comme par hasard bien placé à domicile au Parc des Princes du PSG, avec Jordan dans les tribunes? C'est tout à fait possible, voire probable. Et donc là, je vais parler sous contrôle d'Arnaud Herman, un de nos spécialistes du PSG, qui m'a expliqué que donc, les équipes, à partir du mois d'avril ou de mai, ont le droit de déposer des souhaits auprès de la Ligue de football professionnel et donc peuvent demander à jouer à domicile certains week-ends. Donc on peut imaginer facilement que le week-end du 25-26 janvier, qui suivra le match du vendredi 24 NBA, que le PSG demandera à évoluer à domicile. D'ailleurs, à Londres, Amaury, tu confirmes, à chaque fois qu'une équipe NBA vient, il y a systématiquement des opérations promotionnelles et des rencontres entre les joueurs NBA et les équipes d'Arsenal, de Chelsea. Toujours, ils vont toujours à un match de Première Ligue, déplacement la veille, et vice-versa. D'ailleurs, les joueurs de foot viennent derrière assister au match de basket, et ça sera le cas à Paris, c'est une certitude. Et donc vous mettez ça à Paris, qui est la capitale de la mode et qui est en fait une culture basket, je veux dire, bien plus ancrée, bien plus mature qu'à Londres. Ça va être un cocktail explosif. Ça veut dire qu'il y aura bien sûr les stars du PSG au match. On peut l'imaginer aussi. Alors, je ne sais pas si Kylian Mbappé et Neymar seront toujours là au mois de janvier l'année prochaine. Bon, on peut imaginer quand même qu'il y en aura au moins des deux, et probablement les deux. Mais enfin bref, on aura un parterre de stars du foot, probablement du cinéma, du show business, en incluant les rappeurs, etc. Ça va être la folie, ce fameux 24 janvier au soir à Bercy. D'ailleurs, vous avez des plans pour avoir des places? On a eu beaucoup de messages, mais pas de plans. T'es pas le premier qui nous demande. Alors, on prévient tout le monde. Ça va être extrêmement compliqué d'avoir des places. On peut imaginer, je parle sous votre contrôle, que sur les 15 000 et quelques places disponibles dans la salle, l'Arena, l'Accor Hotel Arena, il y aura un peu plus de la moitié, mais pas forcément beaucoup plus de la moitié de places disponibles pour le grand public, parce qu'il y aura évidemment beaucoup d'invitations, beaucoup de partenaires. On a une idée de quand tout ça va être mis en vente? Oui. On l'a écrit, il me semble, ce matin, pas avant septembre. D'accord. C'est pour la vente. Ça, c'est la vente. Il y aura une communication faite à la fin du mois, Yann, si je me trompe pas. À la fin du mois d'avril, dans un mois, la NBA va communiquer, ou l'Accor Hotel Arena communiquera sur les modalités de mise en vente des places. Et une mise en garde importante à Londres, et ce depuis le début d'organisation des matchs dans la capitale anglaise. Les places sont vendues en moins d'1 heure généralement. Ça frôle la demi-heure sur les 2 dernières éditions, donc faudra être accro à l'ordi et... En fait, il faudra avoir des serveurs dédiés avec des robots qui rafraîchissent
Des milliers d'ordinateurs en même temps pour accrocher 2 places, Donc éventuellement. c'est aussi facile que d'avoir des places pour Claude François en 1972, quoi. C'est un peu ça. Ça ne me parle pas. On a une idée du prix des places. On a une idée de l'échelle des tarifs. J'ai interrogé donc la NBA qui était présente à Paris, en tout cas les représentants de la NBA Europe, qui n'a pas souhaité communiquer sur la question des prix. Il semble que les prix doivent être établi par l'accord Hotel Arena, peut-être conjointement avec eux dans un cas de marketing. Ce qu'on m'a dit, en tout cas, seule certitude, c'est que ça ne devrait pas être plus cher qu'à Londres. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la place la moins chère, sans doute, ne passera pas sous les 50 €. Et c'est peut-être 60, 70, c'est impossible de le dire pour l'heure. Après, évidemment, ça peut aller jusqu'à 1 000 € ou bien plus si on est en bord de terrain. Est-ce que c'est à peu près les tarifs qu'on rencontre sur un match de saison régulière basique aux États-Unis ? Pas forcément. Ça dépend des salles. Oui, ça dépend des salles et des affiches. Donc évidemment, si c'est un match de milieu de saison à Milwaukee ou à Cleveland, on trouve toujours des places qui traînent à 20, 30 $. Ça, c'est possible. Mais on est souvent haut placé. En termes de vue, parfois, il faut amener les jumelles. Mais en milieu de salle, on peut tourner à autour de 120 $ la place, je pense, en milieu de saison. Et surtout, si on compare, en fait, si vous allez voir un spectacle à Bercy, vous allez voir Radiohead ou je ne sais quel concert, Arcade Fire, des groupes magnifiques, vous n'allez jamais payer votre place en dessous de 50, 60, 70 €, il me semble, aujourd'hui. Donc, on serait dans les mêmes tarifs pour le prix minimum. Les prix s'envoleront à la revente derrière. Mais sans garantie d'avoir un match formidable, quand même. Amaury, justement, sur le plan sportif, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match ? Alors, évidemment, c'est dans 10 mois maintenant. C'est difficile de se projeter. On ne sait pas comment seront les effectifs. Mais on sait qu'on a eu cette année une équipe de Milwaukee qui va terminer première probablement de la conférence Est. Est-ce qu'on peut l'attendre au même niveau déjà dès l'an prochain ? Si on n'a aucune certitude sur le résultat, c'est évidemment, mais on sait que Milwaukee, c'est une équipe qui est devenue joueuse, une des plus joueuses de la NBA cette saison. Donc il y a cette promesse-là de retrouver un peu tout ce qui se fait de mieux dans le basket américain. Ça dépend des avis, évidemment. On a Charlotte, une équipe plutôt jeune, qui aime jouer aussi. Donc, et en même temps, j'ai envie de reprendre l'exemple de cette année. On disait Washington-New York, pas une affiche très sexy. On termine avec un match qui est à 2 doigts de la prolongation. On a vibré finalement sur les 3 dernières minutes. C'est le basket NBA, on peut être à moins 20 points à la fin du premier quart et finalement l'équipe passe devant 10 minutes après. Donc c'est ça de toute façon que les gens cherchent, que les gens veulent. Et la promesse des stars en plus sur le parquet vient ajouter ce sel en plus. Maxime, à propos des stars, il y a bien sûr Tony Parker, aujourd'hui encore dans l'effectif de Charlotte. Alors, évidemment, on sait tous qu'il est en position peut-être d'arrêter sa carrière dans quelques semaines. On a déjà une première idée. On sait s'il pourrait tout de même être présent, même s'il a arrêté sa carrière, ou comment tu sens l'affaire ? Je pense que s'il arrête sa carrière, vu qu'il passera pas mal de temps à Lyon, il pourra prendre un petit TGV ou un petit vol jusqu'à Paris. Donc j'ai du mal à imaginer que si pour jouer qu'il aura une place. Il arrivera à trouver une place. On a vu en baseball, il y a eu 2 matchs d'ouverture de la saison au Japon et il y a un joueur japonais donc qui a joué ces 2 matchs et qui a pris sa retraite juste après. Donc j'imagine pas qu'il refasse la même chose, mais ça existe, les joueurs qui se préparent toute une intersaison pour jouer quelques matchs et là il faudrait se préparer entre juillet et janvier. Voilà, non, mais je pense qu'il serait présent. On a du mal qu'un hommage lui serait sans doute rendu. On a du mal à imaginer que s'il est dans les parages, la NBA ne rende pas hommage pour le premier match de l'histoire, de saison régulière de l'histoire en France. Oui, en fait, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que vous disiez, Arnaud et Amaury, c'est que je pense que les gens qui vont venir à Bercy recherchent aussi, et notamment le plus jeune public, n'a que faire de l'affiche finalement. Déjà, il se trouve qu'il y aura des stars parce que la NBA veut frapper un grand coup après 8 années à Londres, 9 éditions à Londres, où finalement ça a commencé à
à s'essouffler un tout petit peu. Donc là, ils ont d'emblée, en emmenant Giannis Antetokounmpo, c'est un message. On ramène un candidat au titre de MVP. C'était pas forcément le cas dans les dernières affiches à Londres. Mais en plus, donc les jeunes qui vont venir, c'est quand même ça peut être un moment dont ils vont se souvenir très longtemps. Je crois que toi, ça t'a marqué, Arnaud, quand tu étais allé voir des matchs de saison régulière. Et rappelons que la dernière fois en France, c'était il y a 10 ans. 2010, ouais, 2010. 2010. Alors, des matchs de pré-saison, là, pour le coup. Hein. C'était pas des matchs de saison. Oui, donc ça peut être une expérience qui vous marque, en fait. Si vous aimez le basket, si vous aimez ça, ça peut vous marquer à vie. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent ne sont pas à convaincre. Leur problème, c'est d'essayer de trouver des places, quoi. Je pense que ça va être un peu le sport national dans les prochaines semaines. C'est comment faire pour avoir des billets, des tickets pour ce match. D'autant qu'il y en aura 5000 de moins qu'à Londres. C'est ça, parce que la salle de Londres est plus grande. 20 000 places. Ouais, donc là, on est dans des standards qui sont des petite salle NBA, entre guillemets, tout est relatif, mais 15 000, c'est plutôt l'affluence basse des matchs NBA. Donc voilà, il faudra être très fort pour trouver des places, très malin. Donc préparez-vous. Au bout de tout ça, qui peut être gagnant, hormis évidemment les gens qui organisent et qui espèrent en tirer une forte promotion, une forte valeur ajoutée sur leur marque, comme on dit. Mais est-ce que le basket français qui donc sera un peu privé malgré tout de partenariat sur ce match-là, c'est complètement NBA pendant 3-4 jours. Il y aura pas d'interférence avec la Ligue nationale de basket ou la fédération, semble-t-il. Mais est-ce que le basket français peut en tirer un bénéfice, Amaury ? C'est là où il y a une vraie différence, à mon sens, par rapport à ce qui se faisait à Londres. C'est qu'au-delà du match, sur les 2 ou 3 jours qui précédaient avec l'arrivée des équipes, les équipes s'entraînaient dans une salle un peu à part. Il y avait quelques actions menées par la NBA, mais dans les hôpitaux ou auprès d'écoles. Mais là, on nous a vendu une semaine du basket en France. Donc avec des activités organisées autour du basket en France. Donc forcément, il y aura un partenariat, j'imagine, avec la fédération. Avec la mairie de Paris. Avec la mairie de Paris. Donc on va promouvoir le basket via la NBA, mais on va promouvoir le basket en France. Donc la retombée, ça va être quoi ? C'est tout jeune qui va s'intéresser à cet événement-là, va ensuite se rediriger vers un club de basket, vers une structure de basket dans le pays. Donc je pense qu'on peut s'attendre à une explosion des licenciés. À une explosion, carrément ? Une explosion, peut-être pas, mais je pense que si ça touche les jeunes dans les clubs. Voilà. Déjà, ouais. Oui, mais bon, on peut créer des sections loisirs, des initiations. Voilà, on va sensibiliser les gens au basket, donc ça va les engager à pourquoi pas s'essayer à ce sport-là la saison suivante. Et puis c'est une belle fenêtre médiatique, Yann, d'autant plus que elle suivra une Coupe du Monde qui sera attendue quand même en Chine au mois de septembre, avec une vraie chance de médaille, malgré un tirage au sort très compliqué, mais une vraie chance de médaille pour l'équipe de France si elle se présente avec toutes ses forces. Et puis derrière, à l'automne, on aura un événement quand même sur le plan national qui est le retour d'un club français en Euroleague, en l'occurrence l'Asvel de Tony Parker et de Nicolas Batum, justement. Donc il peut y avoir une continuité, en somme, qui maintiendrait la flamme et avec un paroxysme qui serait cette fameuse semaine du 24 janvier et ce match en France. Tout à fait, il y a un cercle vertueux possible à chercher pour tous les acteurs du basket. C'est certain, il faut surfer sur l'Asvel qui revient en Euroleague, sur ce match NBA, en profiter pour mettre en valeur le championnat avec ces jeunes stars si c'est possible. Et tout ça en faisant bien attention, puisqu'il faut rappeler que quand la NBA vient quelque part et pose ses bagages, on ne peut pas non plus trop s'en mêler. C'est-à-dire il faut être malin. Donc autant la fédération et la ville de Paris auront une légitimité dans l'organisation et dans tout ce qui va se passer autour, autant les clubs eux-mêmes, ou ne serait-ce que l'Euroleague, ou quiconque voudrait en fait marcher sur les plates-bandes, organiser un gros événement, en réalité ça peut être considéré, et ce serait considéré par la NBA comme ce qu'on appelle de l'embouche marketing, une embuscade marketing, c'est-à-dire venir sur leur plate-bande en fait. Et quelqu'un responsable de l'Euroleague me parlait de ça et me disait tout ça est très policé, nous on fera ce qu'on a à faire, et si on voulait organiser quelque chose, évidemment on s'entretiendrait au préalable avec la NBA. Donc, il faut demander au chef, au boss du basket mondial. C'est logique, c'est leur événement aussi. Le boss du basket mondial qui effectivement parle régulièrement, c'est comme un serpent de mer qui
reviendrait de temps en temps de l'expansion de la NBA au-delà des frontières stricto sensu de l'Amérique du Nord, d'arriver un jour en Europe avec pourquoi pas des projets de franchise. Maxime, bon, c'est un serpent de mer, hein. Moi ça fait 20 ans que j'entends parler de ça, même peut-être plus encore, d'éventuelles franchises européennes ou d'une division de la NBA qui serait en Europe, etc. Est-ce que ce sujet-là est toujours un peu d'actualité? Est-ce qu'on en a reparlé ces dernières semaines? Je crois que oui, qu'Adam Silver a encore évoqué la question il y a quelque temps, le commissionnaire de la NBA. Où est-ce qu'on en est de ces questions-là, vues des États-Unis? Il n'y a pas forcément de progrès tangible sur le sujet. C'est peut-être quelque chose qui avance vraiment en silence, en coulisses. Mais voilà, en 2015 déjà, il y a 4 ans, pardon. Adam Silver disait que il imaginait 4 franchises en Europe, des choses comme ça. On n'a pas fait de vrais pas dans cette direction depuis. Donc c'est un sujet qui fait beaucoup parler dans les sports américains. La NFL aussi, qui a pas mal de matchs à Londres chaque année, je crois que c'est 3 cette année, discute aussi souvent de est-ce qu'on peut amener une franchise à Londres, est-ce que ça peut être intéressant, est-ce que ça peut être faisable en termes de logistique, voilà. Donc c'est les deux sports sont intéressés, mais c'est vrai qu'il y a quand même l'aspect qu'on peut pas changer, que c'est des compétitions qui sont sur un pays continent déjà et qu'il faudrait aller sur un autre continent. Ça complique beaucoup les choses en termes de repos, de transport, etc. Donc et dans ce domaine-là, on progresse pas spécialement, hein. Le temps de trajet États-Unis-Europe n'a pas beaucoup évolué depuis 15 ou 20 ans. Donc ça discute sans doute, c'est des sujets qui sont évoqués en coulisses et pas officiellement. Peut-être qu'il y aura un jour une décision, quelque chose qui va débloquer, mais aujourd'hui, on ne semble pas proche d'une annonce sur ce thème. Tony Parker disait... Pardon, excuse-moi Arnaud, mais surtout, je pense que c'est une manière aussi pour la NBA d'entretenir une sorte d'espoir auprès de tous ses fans en Europe et sur les autres continents. Hein. Ça permet d'entretenir la flamme. Maintenir le feu, oui. Mais Tony Parker a dit récemment dans une interview au magazine Forbes, magazine de finance, magazine économique, il a laissé entendre, en tout cas que lui, qui a un pied d'un côté de l'Atlantique et un pied de l'autre, à travers l'Asvel en France et donc bien sûr sa carrière NBA, il a laissé entendre que lui, il aimerait bien qu'il y ait une franchise en Europe, peut-être pas une équipe européenne qui jouerait en NBA, a-t-il dit, mais un genre de NBA Europe qui aurait sa propre division et dont le vainqueur irait jouer aux États-Unis. On pourrait commencer, alors je cite toujours, on pourrait commencer par une équipe seulement pour arriver à une division entière avec des franchises au sein du vieux continent. Voilà, tout ça parce qu'évidemment le basket européen aujourd'hui représente beaucoup à l'échelle de la Ligue, puisque quelques-uns des meilleurs joueurs de la NBA aujourd'hui sont européens, que le potentiel MVP cette année est européen et que chaque franchise a sa vedette européenne. Amaury, c'est vraiment un sujet qui paraît compliqué quand même à mettre en route, quoi. Mais en fait, peut-être pas si compliqué que ça. Il faut rappeler que la NBA a annoncé cette année qu'ils allaient créer une ligue en Afrique. Oui, mais qui est une ligue fermée, certes, mais supranationale, quoi. Ce que Tony Parker insinuait dans son interview aussi, et pourquoi pas donc la création d'une ligue fermée également en Europe, dont le champion viendrait affronter le champion des États-Unis. D'accord. C'est envisageable, mais effectivement, c'est un processus qui va mettre du temps. Mais il y a de plus en plus d'acteurs de la NBA qui semblent y croire, qui semblent aussi pousser dans ce sens, parce qu'ils veulent un développement du basket. Pour le coup, je pense que ce serait très compliqué. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est ce que l'Euroleague essaye de faire. Donc je pense que ça pose un énorme problème. L'Euroleague essaye de conserver une toute petite part du modèle, de ce qui fait les modèles sportifs européens, en laissant un trou de souris pour accéder de manière sportive. Mais imaginez maintenant la NBA se rajouter par-dessus, faire sa division, ça poserait un problème. Comme disait Amaury, ce que suggérait Tony Parker aussi, c'est est-ce que ce serait le vainqueur de l'Euroleague qui tous les ans affronterait le champion NBA? Et ça devient une Coupe du Monde des clubs. Tout simplement. Ouais, ce que suggérait d'ailleurs Muggsy Boggs, l'ancien meneur de jeu des Charlotte Hornets, qui est aujourd'hui l'ambassadeur, qui était cette semaine à Paris pour promouvoir un peu ce match. Et Muggsy Boggs disait effectivement que à cette question-là, il avait répondu à terme, effectivement,
effectivement, je vois bien arriver une Coupe du Monde des clubs. Donc on peut penser effectivement que ce serait sous ce format-là, quoi. Ce serait pas un événement inintéressant, est-ce qu'il serait vraiment signifiant par rapport à la valeur des équipes, organisé comme ça de manière événementielle une fois par an Est-ce qu'en France, on a un potentiel de franchise à terme? Ce serait quoi? C'est évidemment Paris ou Lyon à travers l'Asvel, c'est ça? Oui, il semble, et j'ai envie de dire que ce serait Paris, en fait. Il me semble que c'est le nom qui fait la différence, la symbolique de la ville, sa puissance dans l'imaginaire du monde entier, tout simplement. Mais aujourd'hui, on en est encore très loin, et je vous rappelle que le projet du Paris Basketball, qui évolue actuellement en Pro B pour sa première saison, dans 5 ans, envisage de s'installer dans une aréna de 8000 places. Donc on est quand même encore loin des standards de clubs comme Kaunas qui remplissent une aréna de 15 000 tous les week-ends quand ils ont un match d'Euroleague. Voilà, sans vouloir casser le rêve. Maintenant, la ville a le potentiel. Le rêve, pour l'instant, ce sera d'abord et avant tout un bon match de saison régulière, on l'espère, mais en tout cas, l'événement lui-même sera très fortement relayé l'année prochaine. Je pense que tout le monde va attendre ça avec beaucoup d'impatience le 24 janvier 2020. En attendant, écoutez, on va se contenter de playoff NBA qui arrive à grands pas maintenant, n'est-ce pas, Max, avec peut-être des choses aux Brooklyn Nets. Les Charlotte Hornets qui luttent, les Charlotte Hornets qui sont en pleine lutte avec d'autres équipes, notamment Orlando, d'Evan Fournier ou le Miami Heat pour essayer de passer justement par le petit trou de souris en play-off. Et puis bien sûr les fins de saison européennes qui arrivent aussi à grands pas. En attendant le 24 janvier 2020, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Merci à Roland à l'édition, et puis à bientôt, à la semaine prochaine pour le futur podcast.